Bonjour à tous. Alors, avant, là, juste pour voir, qui dans la salle est plus un profil fronteux? Ok. Alors, qui dans la salle connaît, enfin, a déjà entendu parler d'Houdini et qui a déjà regardé un peu ce qui était derrière? Ok. Bon, peut-être que vous allez vous ennuyer tous les deux, mais normalement, le reste, vous êtes au bon endroit. Pour la fin de la conf, j'ai mis des petits stickers si vous avez envie après à récupérer. Donc, avant de commencer, donc, je voulais revenir sur une petite histoire, donc l'histoire de navigateurs modernes qui se rassemblent régulièrement. On cherche quand même à faire en sorte que, en tant que dev front, bah, ce soit plus simple de jour en jour. Et puis, il y a des choses, des fois, ils se sont dit, on va pas au bout des choses. On n'est pas assez bon. Il y a des trucs sur lesquels on pourrait travailler. Et ils ont créé, donc, c'était en 2014, je crois, le Web Manifesto. Donc le Web Manifesto, l'idée c'était de se dire, on va créer des API plus bas niveau pour donner plus de pouvoir aux devs. Parce que globalement, on s'en rend bien compte, la nouvelle spec machin, elle est sortie, bah ouais, mais désolé, moi j'utilise et ça marche pas. Alors que si en fait on avait des API bas niveau qui nous permettent de faire des polyfills un peu plus en avance de phase, avant que les vendeurs adoptent tous, les vendeurs du web adoptent tous ce standard, et ben on pourrait continuer, faire avancer le web avec des polyfills performants. Donc le Web Manifesto, c'est ça, c'est un ensemble de personnes qui se sont dit, tiens, créer des API, qu'on va en effet être très bas en termes de couches. Les trucs type Web Component, par exemple, ça s'inclut là-dedans aussi. C'est comment on enrichit la plateforme pour aller plus loin. Et donc Houdini fait partie des choses qui suivent, qui sont sorties à l'issue de ça. Donc, avant de voir un petit peu pourquoi Houdini est là, on va revenir sur le fonctionnement d'un navigateur. Alors un navigateur, c'est ça, il voit une page qui arrive, il la télécharge, il la récupère, ça c'est cool. Ensuite, il va se passer une première phase de parsing. Donc, il va prendre le HTML, il va le splitter, et puis il va créer deux trucs. D'un côté, le JS-DOM, donc la manipulation des nœuds, du DOM, etc. Et de l'autre, un truc qui s'appelle le CSSOM, mais qui est un peu imparfait, donc sur lequel on n'a pas complètement la main. Ensuite, de ces données-là, ces deux données-là, on va commencer à faire un certain nombre de travail pour rendre les pages vraiment graphiquement. Un, on va faire le layout. On va donc commencer à disposer nos éléments dans la page. Et deux, on va faire la partie Paint et la partie Composite. La partie Paint, on va commencer à mettre des couleurs, des trucs, et puis Composite, on va aller jusqu'à tout ce qui est gradient, travailler les animations, etc. Ça, globalement, c'est dans les grandes lignes ce qui se passe quand on récupère une page et ce que fait le navigateur. Ça correspond à peu près à ces étapes-là. Donc, vous voyez, il y a le parseur qui vous donne le DOM, le CSSOM, la cascade, le layout, le paint, le composite. La cascade, c'est la partie d'interprétation du CSS, donc pour définir les priorités, etc. Et là, ce que vous voyez dans ce schéma, c'est que il y a une couleur où c'est Node.js Access. On n'a pas du tout la main. Le seul truc aujourd'hui sur lequel on a les pleins pouvoirs, c'est sur le DOM. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Mais tout le reste, on ne peut pas trop. Donc l'idée d'Houdini, c'est de faire passer ce schéma de cette couleur-là à cette couleur-là. C'est ça globalement l'enjeu d'Houdini. On va voir donc là à travers la présentation. Je vais vous exposer les différentes API, parce que c'est juste un terme, Houdini. D'ailleurs, Houdini, l'idée, le nom, il vient du fait que c'est révéler la magie qu'il y a sous les browsers en fait. Donc là, clairement, ce sera ça, cette fameuse magie. Vous allez avoir accès à cette partie-là. Houdini CSS est né. Alors Houdini, donc aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, vous verrez que c'est des gens de Google qui sont un peu plus actifs. Cependant, c'est vraiment pas un truc poussé uniquement par Google. Il y a vraiment un consortium par derrière, donc le Houdini Group, qui regroupe les acteurs majeurs. Donc bien sûr, il y a les vendeurs du web, mais il y a aussi des acteurs indépendants comme HP, Adobe, Intel, LG aussi, qui contribuent. Et peut-être demain, vous, si vous avez envie de venir, de donner votre avis sur l'intérêt ou pas de tel et tel spec. Vous pouvez intervenir. C'est un groupe ouvert en fait. Bien sûr, après, c'est eux qui ont la latitude à faire avancer le plus facilement les choses. Mais globalement, c'est une initiative commune. Et donc, pour passer donc ce schéma en jaune,
ils ont rajouté plusieurs API. La première idée, c'est de rajouter la parseur API. Donc, on va être capable de récupérer, avoir une action sur ce qu'on télécharge, comment on l'interprète, etc. TypedOM, c'est on va donner du sens à ce fameux CSS-OM. Tout ça, c'est englobé dans un truc qui va s'appeler Properties and Value. Donc vous en faites pas, tous ces briques-là, je vais revenir dessus en fait après. Et après, on va avoir du layout, du paint, dans un concept intégré qui s'appelle les worklets. Donc ça, c'est un truc qu'on va voir après. Ça, c'est les nouvelles API qui sont donc mises à disposition aujourd'hui. La première, pour commencer, qui fonctionne dans certains navigateurs, c'est TypedOM. L'idée de TypedOM est de revenir sur un problème qui est celui-ci. Je vous ai dit, donc j'en ai parlé déjà avant, CSS-OM, voilà, on ne peut pas tout faire. On peut manipuler du CSS via du JS, via des trucs comme ça. Ok, je veux que le 8, il prenne un random int. L'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, je me retrouve à faire une première phase de parsing et de déparsing. En gros, je demande au navigateur, tiens, d'abord, tu vas me caster le int en string. Après, le navigateur va devoir la réinterpréter, dire, ok, tiens, j'ai une chaîne de caractères, je vais essayer de voir si c'est un truc qui est valide. Si c'est valide, dans ce cas-là, je vais extraire les informations pour les injecter. Alors que nous, en tant que développeurs, on sait en fait ce qu'on manipule. C'est ok, si je manipule une hauteur, je sais que j'ai envie de balancer des unités de type longueur. Donc, je pourrais préciser l'unité, je pourrais préciser la valeur, etc. Je ne passerai pas par ces phases de parsing, des parsings qui servent à rien en fait. Donc, TypedOM, c'est ça en fait. C'est rajouter un nouveau attribute stylemap. Aujourd'hui, vous aviez style. Là, du coup, demain, vous aurez attribute stylemap qui va vous donner accès vraiment de façon propre à tous les attributs disponibles en CSS et aussi à des nouveaux trucs type CSS, PX. Voilà, hop, ok. Là, d'un regard d'un seul, on voit que je suis en train de manipuler des PX et que ça, je vais le donner à manger à mon navigateur. C'est un objet de type PX, donc de longueur, avec l'unité PX. Donc, ok, je sais ce que je manipule, je vais pouvoir aller plus vite dans mon traitement par derrière après. Donc, en termes de possibilités, qu'est-ce qu'on a? On a des unités, donc je vous ai montré, il y a PX, il y a EM, il y a les pourcentages, enfin il y a tous ces trucs-là. On va avoir des positions aussi, donc voilà, on peut composer CSS Position Value. On va avoir des opérations de type transform, comme on a l'habitude de les manipuler en CSS, ou on va même pouvoir faire des maths, carrément. Donc des multiplications, là je fais une addition, par exemple, de 50% avec 10 PX. Ce serait l'équivalent d'un calque que je fais en CSS. Et donc, la nouvelle API qui a été mise à disposition, elle nous permet de faire ça. Je passe par ma fameuse attribute stylemap, très bien, et je vais dire l'opacité, c'est un CSS number 1. Le left, qui attend une longueur, lui, je vais lui préciser CSS PX de 15 par exemple. Ok, là je suis précis. Et mon navigateur, il sait de quoi je parle, du coup c'est direct, on n'a pas cette phase qui sert à rien. On va aussi pouvoir récupérer les informations. Donc là, si je fais un get de mon opacité et que je demande la value, j'ai directement 3. Par contre, si je vais sur left, je vais même pouvoir avoir jusqu'à l'unité. En gros, je décompose. Moi-même, dans mon interprétation, je peux faire des choses plus précises, directement. Ça va être plus utile. Je peux vérifier l'existence ou non d'une propriété, et je peux même la supprimer, voire nettoyer tout ce qui a été mis en styling line, quoi. Ça, c'est l'API. Par exemple, quand je fais un CSS PX de 42, ça me donne la valeur 42 avec l'unité PX. Si j'essaye de faire ce calque de 100 VWidth moins 10 PX, je vais écrire un CSS mathsum de 100 VX avec le moins 10 ici. Je me retrouve à faire la même chose. De la même façon, les opérations, je peux faire des opérations. J'ai 45 degrés que je vais multiplier par 2. Ça me fait un nouvel objet donc de 90 degrés. Ok ? Là où après ça devient intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir gérer des conversions. Du type, là j'ai 500 px, je récupère donc l'objet, et je vais dire, tiens, tu me le convertis en millimètres si tu veux, en centimètres, en inch. Donc ça marche pour les longueurs, mais ça marche aussi pour les angles, ou même les millisecondes. On va pouvoir, grâce donc à cette API, manipuler plus finement toute cette partie. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure des positions, etc. Je vous ai parlé de la façon transformation. Donc c'est les applications, tout ce qui est animation, CSS, etc.
Donc si je veux faire un truc qui ressemble à ça, donc transform de point rotate de 45 degrés avec un scale de 0,5, un translate 3D, etc. Et ben c'est pas compliqué. Je vais créer un CSS transform value. On voit le début de mon array. Et je vais avoir mes 3 opérations qui vont apparaître dedans. Mon rotate de 45 degrés, mon scale, suivi de mon translate. Et ça y est, j'ai écrit la même chose. Sauf que du coup, je l'ai écrit en JS. Et c'est tout ça c'est de façon plus fine. Donc là, la démo ici, par exemple. Alors, toutes les démos, c'est du vrai Houdini. Ça tourne. C'est instable, par contre. Mais c'est des vrais trucs sans polyfill là, qui vont tourner aujourd'hui. Donc, prise de risque maximum. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cet exemple-là? Plutôt que de manipuler comme on pourrait le faire, on dit le style.rotate, le transform, etc., avec la fameuse interpolation, et bien là, vous voyez, je vais manipuler, alors c'est ici, directement mon attribute style map, je fais un set de transform, et je fais évoluer la valeur de transform ici. Donc quand je vais passer ma souris dessus, ça va tourner, ça tourne, ça tourne, ça tourne, etc. Donc là, c'est en utilisant directement les API de Type2M que je fais ça. Dans le monde réel, pourquoi on va utiliser ça? Pourquoi ça va nous servir? Eh ben, des fois, justement, on va avoir besoin de faire des calculs, des conversions, des choses où on va avoir besoin d'avoir une manipulation plus fine de notre CSS. Globalement, tout ce qu'aujourd'hui on faisait en injectant directement style et on mettait notre CSS derrière, eh ben là, il faudra utiliser Type2M parce que ce sera plus efficient, performant et plus propre, ce sera plus direct. Donc en gros, tout ce que vous faites aujourd'hui avec style, bah, demain vous le ferez avec attribute style map. Ça, c'est le cas d'utilisation par exemple. La deuxième chose, c'est pour venir... Est-ce que vous connaissez les custom properties? Les CSS variables? C'est la même chose. C'est donc le vrai nom, hein, pour parler des CSS variables, ça s'appelle les custom properties. À quoi ça ressemble? Donc ça ressemble à ça. Je vais pouvoir déclarer aujourd'hui en CSS, pour ceux qui ne savaient pas, et ça c'est tous les navigateurs, sauf IE, mais il existe un polyfill. Il existe un polyfill qui marche très très bien pour faire fonctionner les variables, les custom properties. Donc bref, on déclare une variable ici avec tiret-tiret, hein, c'est pour que ce soit compatible avec tous les préprocesseurs, postprocesseurs, stylus, tout ce que vous voulez. Donc voilà, tiret-tiret. Et après, je vais l'utiliser de cette façon-là, var, le nom de ma variable. Voire même, je vais pouvoir définir des fallbacks éventuellement si la valeur n'a pas été définie. Comment ça marche, par exemple? Donc si je fais ici, il est où mon curseur? Voilà, donc tac. Donc si je fais color, du coup mon texte, je vais le colorer avec la fameuse variable que j'ai définie. Donc super var. Donc là, il passe en blanc, super. Donc je vais ici changer. Je vais pouvoir. L'avantage en fait, c'est que c'est assez dynamique. On va pouvoir surcharger les choses. Donc super var. Donc ici, je vais mettre red. Hop, on va copier-coller. Hop, puis ici, je vais mettre black par exemple. Et ce que j'aime bien en fait avec les custom properties, c'est qu'en fait c'est quelque chose, comme c'est que de la surcharge, on peut aussi jouer avec tout ce qui est les states. Donc par exemple, si je vais rajouter le over ici, et que je mets blue, quand je vais passer ma souris, ça va passer bleu. Donc ça dynamise, c'est une façon maintenant qu'on a de pouvoir dynamiser nos pages, de styliser aussi, de commencer à mettre des chartes graphiques, etc. Si je vous ai parlé de ça, c'est parce que c'est un préambule à la partie Properties and Value qui va venir après. Donc, dans le côté Custom Properties, il y a une API JS, donc set property, get property value quand on veut récupérer. Maintenant, Properties and Value, ça comble des manques qu'ont les Custom Properties. C'est super les Custom Properties, mais ça a quand même un petit souci, à savoir celui-là. Aujourd'hui, je peux très bien écrire ça dans mon CSS, c'est valide, sauf que on s'en rend bien compte, il y a quand même un petit problème. J'écris que ma couleur c'est green, la ligne d'en dessous, j'écris que ma couleur, en fait c'est une URL, et je veux utiliser ma couleur. Nous, quand on le lit, on se rend bien compte que j'ai écrit une bêtise. Sauf que le navigateur, lui, il ne le sait pas. Pourquoi? Parce que les custom properties ne sont pas typées. D'accord? De la même façon, deuxième limite, si j'ai des variations, on se dit « Ah, c'est cool, ton truc, c'est dynamique, je vais commencer à utiliser les transitions et l'animation en CSS. » Donc, on va définir ici une longueur, une width, qui dépend de la longueur. Et si je fais varier la width ici, mais que, en fait, donc si je définis une transition sur la width et que, dans un autre bout, je fais varier que
la longueur, ça ne va pas marcher. Parce que la transition, elle est positionnée sur le width et non pas sur la custom properties. D'accord? Et de la même façon, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas comment l'animer. Je lui donne une variable qui n'est pas typée. Ça peut être aussi bien une longueur que du texte, que des temps. Enfin, moi, je sais des couleurs. Je ne sais pas comment l'animer, moi, en tant que navigateur. Donc, excusez-moi, Properties and Value a pour objectif de typer, donner du sens à vos custom properties afin de pouvoir justement combler ces fameux manques. Donc, c'est très simple. Via du JS, on va typer du CSS. Ça, c'est classe. Et donc, on va avoir donc myColor, ici une syntaxe, on va définir quel type c'est, comme ça il va enfin comprendre à quoi ça sert, si ça hérite d'une autre properties, et enfin la valeur par défaut. Voilà, ça y est, j'ai défini ce qu'était myColor, on le sait maintenant. Il y a plein de types, donc des longueurs, des pourcentages, des length percentage, des URL. Globalement, ça peut ressembler à des trucs comme ça. Voilà, donc là, une longueur, c'est 10px, une URL, c'est un truc comme ça, un angle, une résolution, voilà, des transform list, ça va être des effets. Custom indent, ça, j'y reviendrai un petit peu après, c'est un peu à part. Donc, du coup, on a des types, et on va pouvoir même avoir des variations là-dessus. Par exemple, je peux dire que c'est une longueur, 10px, je vais pouvoir dire que c'est une longueur ou un pourcentage. Globalement, c'est vrai que quand on travaille avec des widths, on peut très bien mettre des pourcentages, mais aussi on peut mettre des longueurs. Donc on va avoir un truc qui peut être en 10px ou 50%. Je vais avoir un length percentage, c'est un truc qui est un peu hybride, genre ce qu'on peut faire avec des calques. Et ça, c'est le custom indent. Ça, c'est un truc qui va nous servir dans une API que je vais exposer après. Donc, vous ne vous focusez pas trop dessus. Et après, je peux avoir aussi un array, un ensemble de valeurs. Donc, par exemple, si je définis length plus, je vais avoir 10px, 20px, 30px, etc. Je vais pouvoir chaîner un ensemble de valeurs. Voilà. Là, j'ai cadré la dimension. Cette démo-là, qu'est-ce qui se passe? À gauche, j'ai défini que mon bloc de gauche, la transition, donc j'ai strictement le même code. Et la petite subtilité, c'est que vous voyez le transition, c'est pas un transition CSS comme vous avez l'habitude de le voir, c'est un transition property. Je dis, tiens, écoute le changement de transform. Et donc, d'un côté, sur celui-là, j'ai déclaré ma variable CSS, donc je l'ai définie, et enfin là je ne l'ai pas défini, pardon, et ici je l'ai défini. Donc on va voir tout de suite la différence. Quand je ne l'ai pas défini, on est d'accord, mon navigateur ne sait pas ce que c'est, et donc je lui dis, vas-y, anime-moi ça. Il est passé de l'état 0 à 1 sans avoir quelque chose de smooth. Maintenant, à droite, je lui ai dit, j'ai juste fait le CSS Define Properties. Et on va voir la différence. Tout de suite, c'est smooth parce qu'il a compris que c'était une longueur. Et donc, comme il n'est pas bête, il sait animer des longueurs. Dans le vrai monde, voilà, ça va vous servir justement à rendre vos pages encore plus dynamiques, à donner du sens à vos custom properties. Dans un monde d'encore après, quand vous allez écrire des bêtises dans vos custom properties que vous aurez typées, votre navigateur vous préviendra. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. J'ai testé récemment, ce n'est pas encore effectif. Mais bon, c'est la promesse de l'avenir. Ça va, vous suivez toujours? Ouais? Parce que là, on va attaquer la partie... Là, c'était simple. Là, on va attaquer la partie costaud. Alors, les worklets. Les worklets, c'est quoi? Donc, ça peut ressembler, dans l'approche, ça ressemble un peu au web worker, mais targeté pour la performance. D'une manière générale, des worklets, c'est des trucs qu'on va manipuler via Houdini qui vont nous donner des accès supplémentaires. Vous ne pourrez pas définir vos propres worklets, vous serez obligé d'exécuter des worklets existants. Par contre, ils respectent tous la même structure, à savoir, je dois ajouter un module qui correspond au worklet que j'ai ajouté. Donc imaginez un script qui va faire des trucs supplémentaires. Et je vais avoir un register, le nom du worklet. Donc vous verrez qu'à chaque fois, ça change un petit peu. Je lui donne un nom pour savoir comment l'identifier dans mon CSS. Et je lui donne un objet avec souvent une méthode process. Enfin, voilà. Ça, c'est la brique hyper générique. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau du navigateur, toute cette notion de worklet, donc j'ai mon main thread qui fait tourner mon code, très bien, avec mon browser. Ici, je dis, tiens, je voudrais ajouter, ajoute-moi un module s'il te plaît, j'aimerais travailler avec. Très bien,
Donc il va commencer à regarder un peu et à charger notre worklet. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en fonction du besoin, en fonction des performances, le navigateur va charger plusieurs instances. Ça, c'est lui. Il reste un petit peu de magie quand même sur laquelle on n'a pas la main. Donc ça, par exemple, aujourd'hui, c'est de la magie sur laquelle on n'a pas la main. Il va instancier un ou n worklets réels par derrière pour faire le travail de calcul. Et puis mon render engine, lui, il va vouloir utiliser le travail de ce worklet. Donc il va dire, tiens, vas-y, j'aimerais appliquer maintenant ce que tu es en train de définir. Et en fait, réellement, ce qui va se passer, c'est qu'il va invoquer des process parallélisés. Ce qui est important à voir dans ce schéma, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre mon main thread et le fonctionnement, l'endroit où tournent mes worklet process. C'est fait exprès. Ils sont bien dans des zones différentes. Ce qui fait que si vous faites n'importe quoi dans vos worklets, certes, ça va consommer de la batterie ou des trucs comme ça, mais ça ne va pas cramer votre main thread. C'est vraiment dans un thread à part. Donc vous pourrez éventuellement faire des trucs bloquants, parce que vous aurez raté un truc, bah ça ne va pas pour autant bloquer votre page. C'est plutôt cool. Donc, le premier worklet, le plus simple, c'est la Paint API. Donc, comment ça marche? Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un worklet. Donc là, j'ai un Paint worklet qui fait add module. C'était ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. Donc là, je vais ajouter un fichier JS qui contient le code du Paint worklet. Le Paint API, vous allez voir, c'est un truc qui va vous permettre de rajouter des nouveaux objets qui n'existent pas aujourd'hui dans votre DOM. Donc vous aurez un exemple après. Côté API, donc j'ai une classe, MindPainter, très bien, qui va exposer deux choses, des input properties et des input arguments. La input properties, c'est quel est l'impact au sein de ma div. Donc si je définis une couleur, comment je vais pouvoir récupérer la couleur. Et après, les input arguments, c'est des trucs que je vais pouvoir passer à la suite, si je veux éventuellement le rendre variable. Je vais vous montrer, j'ai fait un exemple qui met les deux en avant. Et enfin, après, j'ai un paint. Vous connaissez l'API des Canva en web? Oui? Vous dormez? Oui? Ok, c'est strictement la même. C'est à quelques détails près, c'est une API light, mais c'est quasiment la même que les Canva. Et après, truc très important, register paint. Donc tout à l'heure, je vous ai dit c'était register worklet. Bah là, le vrai nom, c'est register paint. Je lui donne un petit nom qui s'appelle MindPainter. Retenez bien ce nom. Et je lui donne ma fameuse classe. Résultat, côté CSS, comment je l'utilise? Eh ben, background image, je vais avoir paint, qui est ce nouveau mot-clé qui va me donner accès au worklet, avec ici MindPainter, qui était le nom que je lui ai donné comme identifiant, avec color que je vais pouvoir utiliser, ou même les fameux arguments que je vais pouvoir passer par la suite. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne un truc comme ça. Ici, donc le code du bas, c'est le code de dessin du cercle. Et en haut, c'est une vraie zone CSS donc, que je vais pouvoir éditer. Donc si je veux changer la couleur, eh ben, très bien. Blue, très bien. Ok, c'est cool. Et puis si je veux changer là ce que j'ai défini, la taille de mon border, on va peut-être mettre 20 pour que ce soit plus. Voilà. Ça change tout ça. Ce qui est intéressant avec la Paint API, c'est que c'est quelque chose qui est en mode one shot. Là, il me l'a redessiné uniquement parce que j'ai touché les éléments qui étaient en lien avec son fonctionnement. Donc, si je change la taille du border, ok, je fais un repaint, mais je fais un repaint qu'une seule fois, jusqu'à ce que je modifie à nouveau un prochain truc. D'accord? Ça donne des trucs comme ça. Par exemple, voilà, le paint circle, bah, aujourd'hui, il n'existe pas. Ou alors, on fait des trucs à base de border radius, où on feinte, etc. Bah, là, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. De la même façon, hop, clic. Là, alors là, c'est gros hack. Là, c'est gros hack. Ça, c'est merci Monsieur Oliveira, qui est un autre gars qui donne des talks sur Houdini. Il a trouvé une grosse feinte. Je code directement via des injections je fais du JS directement dans mon CSS. Et ça tourne. Ça, c'est méga classe. Donc là, si je change, hein, c'est pareil, vous allez voir, hein, c'est du live, hein, tout ça. Voilà, hop là, ça a exécuté le code JS qui était là. C'est trop bien. Bon, ça marche pas dans tous les navigateurs, par contre. Dans le vrai monde, concrètement, on va pouvoir créer, en fait, aujourd'hui, donc c'est là où c'est génial, c'est qu'en fait, on va pouvoir créer des nouveaux trucs. Et d'ailleurs, un petit truc, hein, au passage, quand même. J'allais failli l'oublier, il est là.
Ce fameux cadre, là, j'ai pu le créer grâce à la Paint API. Donc ça, c'est des use cases. En fait, vous allez pouvoir, vous voyez, créer des éléments très riches graphiquement, ce fameux cadre que j'aurais pas pu avoir autrement, qui est défini qu'une seule fois finalement, ou des trucs très bateaux, comme un cercle. Ça, c'est la garantie de la Paint API. Aujourd'hui, ça, c'est shippé dans Chrome en standard. Donc c'est cool. Bon, que Chrome, mais bon. Deuxième worklet, l'animation worklet. Alors, à chaque fois, là, dans chacun de mes worklets, vous allez voir, on va rentrer encore plus profond. C'est bon, vous êtes encore avec moi? Ouais, merci. Alors, donc, l'animation worklet fait intervenir plusieurs éléments. Ce qu'il faut voir, en fait, dans l'animation worklet, c'est que c'est une très grosse copie du fonctionnement de l'animation API qui existe déjà aujourd'hui au niveau JavaScript. Ça ressemble énormément. Et donc, pour faire des animations, on a besoin de plusieurs composantes. On a besoin d'un élément à animer. Imaginons, ça c'est ma page web. Ça, c'est le truc que je veux animer. Cette petite zone-là. Maintenant, qu'est-ce qui va déclencher mon animation? Il y a deux choses aujourd'hui qui sont autorisées avec l'animation API, enfin l'animation worklet. C'est soit dépendant d'un scroll, soit dépendant d'un timing. Ici, j'ai essayé tant bien que mal de représenter une sorte de scroll bar. Hein. Faites preuve d'imagination, s'il vous plaît. Donc, l'idée est de dire, au moment où je suis en train de scroller, quand je suis à 10% de scroll, ça correspond à quel framerate global dans mon animation finale. Ça, c'est ce qu'on appelle le worklet animator. C'est un truc qui fait le lien, qui dit, tiens, je suis à 10% de scroll, donc je suis à 10% de mon truc qui gère le temps. C'est quoi l'équivalent, du coup, dans l'animation? Ça, c'est le worklet animator. Et après, on arrive dans la worklet animation qui, elle, définit le vrai fonctionnement de notre animation et qui va prendre plusieurs éléments. Un, l'élément à animer, parce qu'il y a un moment, il faut bien le faire bouger. Ici, l'ensemble des animations qu'on va appliquer et le fameux worklet animator. Tout ça mis ensemble fait qu'on va pouvoir avoir des animations plus smooth. Alors, donc, j'ai un register animator. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était register paint. Cette fois-ci, c'est register animator. Donc je lui avais donné un nom aussi. Et là, ça c'est le truc qui dit juste, je fais le mapping. Donc quand j'ai current time, donc là c'est pas compliqué, hein, 10% égale 10% du temps. Voilà, ça c'est basique. Hein. J'ai pris un exemple simple, on va pas faire des trucs compliqués, mais on pourrait du coup envisager des trucs inversement proportionnels, ou basés sur des effets, etc. Donc ça c'est le worklet animator, ça y est on l'a défini. Maintenant on va arriver dans la partie animation. Donc j'ajoute mon module, mon animator, je définis aussi le fameux truc de scroll sur qu'est-ce que je suis en train de watcher comme truc de scroll. Donc aujourd'hui dans l'API, ils nous fournissent deux objets, le scroll timeline et le timeline tout court. Donc là, le scroll timeline, je lui dis ok, tiens, ça c'est l'élément qui va être scrollé que je voudrais que tu écoutes. Quelle est l'orientation et quel est le time range global qui correspond de 0 à 100%. En gros, quand tu scrolls, tu vas pouvoir aller de 1 à, là c'est 1000 millisecondes, mais je pourrais aller jusqu'à plus. Tout dépend de ce que vous avez envie. En fait. Justement, avec des API bas niveau, on fait ce qu'on veut en fait. Et enfin, on arrive dans nos effets. Là, ça ressemble énormément à ce qu'on a en CSS quand on travaille avec les keyframes. Vous vous souvenez, quand on fait des keyframes, on va définir des pourcentages et des états, en fait, à chaque step. Là, ça va être la même chose. Ici, je vais définir l'élément qui est animé. Et là, je vais avoir les fameux états, donc le 0, le 100%, etc. On ne peut pas encore aujourd'hui avoir avec l'API la finesse que ce qu'on a dans les keyframes de CSS. Dans les keyframes, on pourrait très bien avoir un truc qui dit tiens, à 15% j'en suis là, ensuite je fais du 50, après je fais du 90, et enfin je définis l'état 100%. Là, ça va être proportionnel aujourd'hui. C'est le début. Hein. Je ne dis pas qu'à terme, peut-être que justement on va pouvoir définir l'effet, etc. Et puis, quelle est la durée maximale? Et enfin, s'il y a un effet, si on veut faire un is, là c'est du linéaire, etc. Et pour finir, maintenant qu'on a défini tous ces trucs-là, on va enfin vouloir l'utiliser. On va définir une worklet animation. Donc, quel est l'objet qu'on veut utiliser? Quels sont les effets qu'on veut utiliser? Quelle est la façon dont on va gérer le timing? Si on veut rajouter des options, et on fait play. Et ça y est, c'est parti. On va pouvoir avoir une animation. Par exemple, ici, mon avatar,
en fait, il va écouter le scroll et il va dépendre donc de la taille de l'endroit où j'en suis dans le scroll. Donc j'ai défini que je voulais que dès qu'on est passé 20% du scroll, il soit tout petit. Hop, voilà. Ok. Donc il se repositionne au passage et puis il va être sticky après à la fin. Donc ça, du coup, ça marche avec la Worklet Animation. Cependant, si vous êtes aujourd'hui familier avec la Web Animation API, gardez-la, parce que franchement, c'est la même chose. Hein. Enfin, et puis, du coup, ça tourne, alors que ça, c'est pas hyper stable. Dans le vrai monde, ça va dépendre de votre utilisation. Parce que ça, pour le coup, celle-ci est pas quelque chose de CSS. C'est quelque chose que vous allez déclencher depuis le web. Donc, n'a pas son équivalent aujourd'hui dans le CSS. Contrairement à la Paint, où je l'invoquais finalement dans le CSS. La layout. La layout API, maintenant. Elle, l'idée, c'est de donner le pouvoir pour comprendre un élément très important que je vais évoquer après, le box tree. Le box tree, en fait, c'est une représentation graphique de toutes les contraintes qui sont en lien avec vos éléments qui sont dans le DOM. Donc ça peut représenter la fonte, la taille de border, tous ces trucs-là, toutes ces contraintes. Et ça va représenter le box tree. On va arriver, et l'objectif de du layout worklet, c'est de faire un rendu en lien avec le truc que je vais faire, en tenant compte de ces box trees. L'exemple qu'on pourrait prendre, par exemple, c'est grid layout. On se place, alors voilà, dans le monde idéal, hein, Houdini c'est partout, c'est génial, ça y est, c'est disponible dans tous les navigateurs. Et grid layout débarque. Super, attends, j'aimerais trop l'utiliser dans mon appli, parce que ça a l'air vraiment cool pour faire des layouts d'appli. Problème, les navigateurs n'ont pas encore commencé à l'implémenter. Et on pourrait proposer via la layout worklet une implémentation de référence qui servirait et qui nous permettrait d'utiliser directement ce layout. Je vous montrerai un exemple à la fin. Comment ça fonctionne? Ça demande de comprendre un peu le fonctionnement de quoi on manipule aujourd'hui dans du DOM. On a un élément parent, donc imaginons, ça c'est par exemple l'élément qui possède le grid layout. Il a un constraint space, donc des margins, des paddings, la présence d'une scroll bar par exemple, des trucs comme ça. Ça c'est son constraint space. Et dedans, je vais avoir des layout child. Je vais en avoir n. Tous les fils, tous les enfants, qui eux vont être positionnés par rapport à mon fameux grid layout. Et moi, là-dessus, en tant que développeur avec cette API, j'ai accès à l'inline offset, le block offset, le block size et l'inline size. En gros, je vais pouvoir dire si je veux que ça prenne plus ou moins de place et comment je le positionne, parce que au sein de chaque layout, il y a aussi des contraintes. Et donc, c'est ici, finalement, dans la partie qu'on appelle fragment, que se retrouve le contenu de nos enfants réellement du DOM, des enfants du nœud. Ça va? Ouais, ok. Concrètement, en termes d'API, ça ressemble à ça. Je vais faire un register layout, je vais lui donner un nom, une classe, je vais pouvoir, petite subtilité, j'ai les input properties, donc je vais récupérer des variables. Alors je ne sais pas pourquoi pour celle-ci, ils n'ont pas mis des arguments. Peut-être que ça apparaîtra après. Ça aurait été logique aussi d'avoir des arguments, mais bon bref, aujourd'hui ils dépendent de properties. Et la petite subtilité, c'est qu'on va avoir les children properties. Parce que quand on programme avec grid layout, flexbox, etc., ok, on dit qu'au niveau parent, il y a grid, flex. Par contre, on définit des choses sous les enfants quand même, pour influencer le rendu. Et c'est ça qu'on va définir ici dans cette partie children input properties et child display. Ensuite, vient une première phase de calculer la taille que ça prend. Ça, c'est, on va expliquer comment nos éléments ils prennent de la taille, c'est quoi la taille maximale, etc. Ça, c'est des éléments qu'on va devoir donner au navigateur pour qu'il sache lui-même comment le rendre. Et deuxième partie, c'est là que la magie se fait, on fait la partie layout. Et là, ok, on va faire du travail, positionner, agir sur ces fameux éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, les blocs offset, etc. Et donc, on va redonner ces informations-là au navigateur qui après va s'occuper de positionner tous nos éléments. En termes d'utilisation, ça va donner un truc comme ça. Donc j'ajoute mon module et dans mon CSS, je vais avoir display layout, my layout. Voilà, ça y est, j'ai fait mon truc. Si on regarde par exemple un exemple basique de calcul de taille intrinsèque, on va avoir ici récupéré les enfants, on va calculer, on va leur demander à eux-mêmes quelle taille ils prennent. Et après, on va regarder quelle est la taille maximale de chacun, enfin quel est celui qui a la plus grande taille,
quel est celui qui a la plus petite taille, et on va donner ça en sortie. De la même façon, pour positionner un fragment, on arrive, donc on a l'ensemble des enfants à positionner, les edges, ça c'est les borders et tout ce qui est scroll, les contraintes supplémentaires, et enfin la style map, parce que si j'ai du texte en bold, si j'ai une margin, un padding, c'est un impact que je vais devoir prendre en compte, et comment je veux que ces trucs-là se ressentent après dans mon layout. Et donc là, c'est un exemple bateau, enfin bateau entre guillemets, en basique, qui va juste positionner les éléments les uns à la suite des autres. Donc on va récupérer, on va itérer parmi tous nos enfants. On part du bloc de départ, et en fait, c'est ici que la magie se fait réellement. J'itère parmi chacun de mes enfants, et sur chacun de mes enfants, je dis, ok, mon fragment block offset, donc c'est le point de départ, il prend le prochain. Et ensuite, block offset, il prend le fragment block size. Donc là, je suis en train de positionner mes éléments les uns à la suite des autres, juste par rapport à leur taille. Donc je fais un truc qui enchaîne comme ça, c'est tout. Et ça, je le donne à manger en sortie. Ça donne un truc comme ça. Le fameux maçonnerie, c'est le layout de Pinterest. Il a la particularité en fait de se positionner toujours par rapport à l'élément qui finit le plus haut. Donc là, si on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de logique. En fait, la logique, c'est où l'élément le plus bas en fait, en termes de hauteur, pour que je puisse placer mon élément supplémentaire. Donc là, ça je l'ai écrit du coup, ça a été écrit avec la layout API. Et là, la variable que j'ai mis, c'est le nombre de colonnes. Donc j'ai défini ici un maçonnerie avec des variables des colonnes variables. Donc là, quand je change, on voit que ça change. Donc 1, 2, 3, 4, le 5 il est là, 6, 7, enfin voilà. Bref, vous voyez l'idée. Donc ça, c'est le layout. Alors, où ma souris? Parfait. Dans la vraie vie, je pense pas, pour le coup, que cette API, c'est celle qu'on va le plus utiliser. Je pense que celle-ci, c'est celle qui va servir le plus, par contre, aux vendeurs du web pour demain nous proposer des adoptions de standards, en fait, de prochains layouts. À moins, en effet, que vous ayez une idée révolutionnaire de nouveaux layouts, vous pourrez le faire. Mais celui-là, c'est celui que je conçois le plus comme étant le plus méta, qui ne servira pas forcément, mais qui, d'un autre côté, nous sera quand même bien utile, parce qu'on pourra l'inclure dans nos sites web et finalement bénéficier de cette nouveauté. Maintenant, il y a des trucs que je n'ai pas évoqués encore. Il manque encore 2-3 petits éléments. Donc, le premier, c'est le fameux box tree dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, ces états-là, alors ces trucs-là, ça c'est à l'état d'issue dans GitHub, pour vous dire la maturité d'avancement de Houdini sur certains aspects. Et le seul truc que j'ai trouvé qui était à peu près représentatif de la box tree, c'était ça. En gros, si j'ai une chaîne ici là, de caractères, on voit, donc on a défini que la première lettre, ah oui, non, du coup il faudra que je change la couleur. J'ai fait ça tout à l'heure, j'aurais dû, là, c'est de ma faute. Et donc ici on a mis un texte en italique, etc. Et donc on voit les différentes contraintes qui peuvent s'appliquer. La première lettre, elle est identifiée de façon différente. Chaque mot lui-même est identifié de façon différente, etc. Ça va définir les différentes composantes représentantes de... C'est un exemple de ce qu'on va pouvoir manipuler. Aujourd'hui, ça n'existe. Il n'y a rien qui permet de faire tourner le box tree. C'est encore qu'à l'état méta dans la tête des gens qui sont dans le Houdini Group. Mais ça, c'est le truc le plus parlant que j'ai trouvé. Le parseur API. Donc j'en ai parlé au début. C'est pareil. Elle rebelote. C'est juste une issue. Mais bon, dans l'issue, ils ont mis du code quand même pour expliquer vers quoi ils voulaient aller. Et ça va donner un truc comme ça. Vous n'allez pas avoir la main sur la partie parsing, donc globalement vous n'allez pas vous mettre à la place du navigateur et dire non mais en fait moi quand tu récupères du CSS, je veux le faire moi-même comme un grand. Non, là ça va vous servir pour travailler main dans la main avec du TypeOM en fait. Enfin, tel que pour l'instant c'est annoncé. Donc, par exemple, si j'ai un Windows CSS parse de background green, je vais récupérer ici, donc sur my style map, un objet TypeOM qu'on a vu tout à l'heure, green. De la même façon, je vais pouvoir lui filer des choses plus complexes de ce type-là, donc une règle CSS avec une classe, un background, une margin, etc. Je lui ai dit, vas-y, donne-moi le nombre d'éléments. J'ai détecté qu'il y avait deux propriétés dedans, et puis je vais pouvoir itérer dessus. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire avec la parseur API. Alors,
Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire, tel que c'est exposé aujourd'hui dans l'état d'issue. Demain, ouais, je reviendrai peut-être dans un an pour en parler, ce sera peut-être différent. Font Matrix. S'il y a bien un truc aujourd'hui sur lequel on n'a pas la main, c'est la partie fonte. En fait, d'une fonte à l'autre, on se rend bien compte qu'il n'y a pas la même taille, le même empattement, le même espacement, etc. C'est quelque chose sur clairement lequel on n'a pas d'infos et la main. Et bien Font Matrix, ce sera justement, l'idée c'est de combler ce manque et de vous donner enfin toutes les infos nécessaires à, tiens, tu utilises telle fonte, et ben ça veut dire que ça va prendre telle taille, que tu vas avoir tel empattement, que tu vas avoir tel espacement entre tes lettres, etc. Ça, ce sera Font Matrix. Question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que je peux utiliser... Alors, à votre avis, là, à vue de nez, qui pense qu'on peut utiliser Houdini aujourd'hui? C'est bien, vous n'êtes pas... Alors, voilà, concrètement, ça c'est l'état d'avancement. Hein, il y a beaucoup de nos signaux. Alors, bon, là, globalement, ça va changer, hein, parce que bah, on sait qu'ils sont passés de ce côté-là. Mais ce que je trouve plutôt intéressant, c'est de voir qu'il y a des signaux, des choses qui avancent, surtout ici, côté Safari. Même Safari commence. Donc, Properties and Value, par exemple, ils ont commencé à avancer. Donc, ils sont en partiel, il faudrait que je le teste. Je sais que sur Firefox, c'est en développement. J'ai échangé avec des ingés de Mozilla cette semaine là-dessus. Ça va arriver dans l'année. Donc, voilà. Déjà, il y a des API qui sont, entre guillemets, utilisables facilement, qui vont arriver. Celle que vous pouvez tester le plus facilement, c'est la Paint API qui est stable. Type2M aussi est assez stable. Et on voit Paint, Type2M, c'est celles qui vont, entre guillemets, et Properties and Values, c'est les premières qui vont arriver vraiment dans les navigateurs rapidement. Après, bah il y a des trucs, voilà, même, comme je vous le disais, au niveau de l'aspect, quoi. Font Matrix, tac, rien du tout. Parseur API, rien du tout. Mais bon, ça avance quand même. Ça avance, ils se réunissent 2 fois par an pour avancer sur ce sujet-là, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, ils ont d'autres trucs aussi, mais on voit que ça bouge. À chaque fois que je fais cette presse, quasiment, je suis obligé de mettre à jour ce tableau. C'est plutôt une bonne chose. En dernier slide, je vous mets le lien de cette presse. C'est juste pour vous détailler. Donc ça, Houdini Ready Yet, c'est le truc maintenu par un des développeurs de Chrome qui est toujours fraîche pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'implémentation. Sam Richards, c'est un Américain qui fait une très très bonne présentation aussi sur Houdini. Il aborde d'autres aspects que j'aborde pas. Donc ça peut être un bon complément si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans les infos. Ici, c'est des exemples de code que vous pourrez trouver. Das Surma, c'est un des évangélistes de Chrome qui aujourd'hui en parle le plus. Et puis si vous voulez vous renseigner sur le fameux Houdini Group, c'est la Houdini Task Force. Donc en conclusion, Houdini, moi j'y crois beaucoup, je pense que ça va vraiment être un truc super demain. Ça va vraiment servir à quelque chose. Maintenant, faut pas se leurrer, c'est pas sec. Mais c'est quand même intéressant de se pencher pour voir ce qui arrive et les premiers états qui arrivent, les premiers trucs qui vont être mis à disposition. Donc Paint, les Properties and Value, Type2M, ça c'est des trucs qu'on va pouvoir utiliser très rapidement et qui vont déjà améliorer la qualité de notre code après. Je vous remercie, moi c'est Jean-François Garot, donc je travaille chez Sphere, j'ai des Web Technologies et Mozilla Tech Speaker. Mon Twitter c'est ça, si vous avez envie de me suivre et de me parler après, ou pas. En tout cas, je vous remercie à tous, j'ai 1 minute 15 pour des questions. Merci à tous. Est-ce qu'il y a une roadmap et éventuellement des dates prévisionnelles pour une utilisation concrète en fait? Alors côté date et roadmap, non, ce qu'il faut c'est suivre les Houdini Task Force en fait. Donc ils se réunissent 2 fois par an à peu près. Donc la dernière fois j'avais mis à jour, c'était en octobre dernier. Ils communiquent beaucoup là-dessus. Et en fait la roadmap est définie 2 semaines avant la réunion. En gros, ils se disent, tiens, ce serait bien qu'on avance sur tel aspect. Parce qu'ils ne sont pas tous d'accord non plus sur les détails des implémentations. Donc, ça reste assez opaque encore aujourd'hui. Donc on ne peut pas franchement s'avancer. Ouais, une question par là aussi. Ouais. Tu mentionnais Chrome, Ouais. est-ce que donc implicitement Chromium? Canary. D'accord. Ouais. Là, aujourd'hui, ces slides tournent dans Chrome Canary. C'est la façon. En activant en plus, il faut activer les flags. Les flags expérimentaux.
Et surtout, branchez votre PC, branchez-le sur secteur, parce que j'ai fait 2 fois la presse sur batterie. Bah, en fait, j'ai pas terminé ma presse. On va arriver au bout du timing. Cependant, si vous voulez, je peux prendre les questions à l'extérieur. Merci encore.